Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode du Nouvel Angle. Mais avant tout, le Nouvel Angle, c'est quoi? Le Nouvel Angle, c'est le podcast qui permet aux étudiants et aux professionnels aussi de découvrir et de démystifier le monde du digital. On est aujourd'hui en direct sur Twitch, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify, YouTube, etc., tous les sites de streaming. Comme d'habitude, nous sommes dans les locaux d'Evitech Digital School et les étudiants nous ont transmis plusieurs questions pour notre invité du jour. Thibaut Panier, comment vas-tu? Bah écoute, nickel. Et vous? Très bien, Super. très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour Euh, m'inviter. Tu es assez jeune, mais Ouais, pourtant, tu as déjà des choses à raconter. merci. Comme d'habitude, on divise cet épisode en trois parties. Dans la première, on va parler de ton parcours, plutôt ton enfance, tes études et le commencement de tes différentes activités professionnelles. Ensuite, on va parler vraiment d'entrepreneuriat, puisque c'est ton activité principale. Et enfin, dans la troisième partie, comme d'habitude, petite masterclass, dans laquelle on va parler cette fois de comment traverser les différentes étapes pour commencer à entreprendre. On commence par la première partie, question qu'on pose. Essaye d'expliquer rapidement ton parcours, par où tu as envie de commencer, puis de manière assez synthétique, ensuite on va approfondir. Ouais, bah écoute, de manière assez synthétique, j'ai beaucoup déménagé, en fait, tout simplement. Quand j'étais Mhm. jeune, j'ai eu pas mal d'opportunités. À la limite, le plus important, enfin, j'ai commencé, j'étais en seconde en Espagne, à Valence. Ok. Pendant un an au lycée français. Ensuite, j'étais au lycée français de Londres en première. Ensuite, toute ma famille dans le Pays Basque maintenant. Donc, j'ai fait ma terminale à Saint-Jean-de-Luz. Après, je suis parti en prépa à Paris. J'ai fait le début de mes études. Donc, j'étais en prépa Sciences Po et grandes écoles. Ensuite, j'ai fait le début de mes études à Paris. Puis après, je suis retourné à Londres et j'ai eu Ah une oui. opportunité pour revenir à Bordeaux. Donc, pour me rapprocher d'ici. Puis là, aujourd'hui, je suis à Bordeaux depuis à peu près 6 ans. Ok, ça D'accord. va très très vite. Ouais. Beaucoup de changements de pays. Est-ce qu'il y a une raison justement derrière ces Ouais, est-ce que différents c'était changements? ton choix ou alors peut-être t'as suivi ta famille Non, 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 mais j'étais en famille d'accueil à partir de la seconde, donc là j'étais D'accord. tout seul, et puis c'était vraiment une succession d'opportunités. L'idée c'était que j'ai toujours aimé beaucoup voyager, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup avec mes parents quand j'étais plus jeune, et là c'était vraiment en fait de se dire je vais saisir cette opportunité. L'avantage des lycées français, c'est que c'est des lycées qui sont généralement très ouverts sur le monde. On a beaucoup de nationalités différentes et beaucoup de cultures différentes à découvrir. Donc c'était assez fabuleux, quoi. Puis en général aussi, c'est des très très bons lycées, donc Ouais. ça c'était très bien. Je pense que Wissam, tu peux témoigner toi aussi Oui, du moi lycée français. Ouais. j'ai fait un lycée français au Qatar. D'accord? Oui, même d'ailleurs une partie du collège. Et franchement, c'est vrai que c'est une très très bonne opportunité. Alors moi, c'était avec mes parents, etc. Mais vraiment, je pense que ça apporte quelque chose de voir un petit peu comment les autres pensent, Hmm. etc. Dans l'école, il y avait vraiment énormément de nationalités, plus de 40, il me semble. Ouais. Et vraiment, ça apporte quelque chose. Non, en plus, Mm. on est tout le temps confronté en plus à d'autres Mm. personnes, etc. Donc c'est un truc qui est génial. Puis dès qu'on sort du lycée, on est Mm. dans un pays étranger. Donc, et puis ça permet aussi, je suis dans des familles à chaque fois, donc espagnole en Espagne forcément et Mhm. Mhm. anglaise. Donc ça permet aussi d'apprendre la langue parce que il faut aussi pratiquer pour pouvoir parler différentes langues. Mm. Donc c'est plutôt cool, ouais. Et donc Ok. aujourd'hui, tu parles espagnol Sur le papier, ouais, sur le espagnol et papier. anglais. Non, non, quand j'étais à Londres la deuxième fois, donc je travaillais là-bas. Enfin, j'avais été au début en études, j'étais en université anglaise, donc comme un anglais tout simplement, donc j'avais tout en anglais. Et on pourra parler après des différentes études de mon parcours pro, mais ouais, j'étais tout le temps en anglais en fait. Mais là, Mm. ça fait 6 ans que je suis à Bordeaux, donc je suis un peu Ça se rouillé. perd très très vite. Non, par contre, ça revient assez vite. Là, j'étais Mm. en Espagne il n'y a pas très longtemps, et puis ça revient extrêmement vite, ouais. Ouais, surtout Ok. quand tu commences jeune, au final, Ouais, t'as été une éponge, t'as appris. exactement. Ouais. Donc t'étais Mm. au lycée, donc t'as fait un bac ES, ES, ES. ES. ES, ES. ouais, parce que Mm. je fais un bac ES parce que c'était pour moi ce qui m'intéressait le plus en fait. Après, j'ai fait ES SPEMAT, Ouais. histoire de mêler Mm. un peu les deux. Et puis j'ai fait donc prépa et après donc à Paris j'ai fait donc une licence de droit option sciences politiques et j'avais de l'éco en même temps. Donc Ok. t'avais déjà, t'avais plutôt une appétence pour l'économie, le Ouais. droit. Mm.
C'est plutôt ce qui t'a toujours attiré. Bah, Enfin, toujours attiré. ouais, l'idée, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que je voulais, c'était d'avoir les études les plus pluridisciplinaires possibles, c'est-à-dire de voir un maximum de choses. C'est vrai que quand on a sorti du bac, moi je suis de fin d'année, enfin bon, j'avais 17, 18 ans, le problème, c'est que c'est assez compliqué quand on te demande de savoir ce que tu veux faire de ta vie. J'ai toujours essayé de bosser à côté, et puis là, je me suis dit, essayer d'aller voir quelque chose qui est relativement diversifié. Et c'est pour ça que la prépa c'était génial parce qu'on avait en plus pour Sciences Po, c'est beaucoup de culture G, il y a pas mal d'histoire, il y a même de la philo, des choses comme Mhm. ça un peu plus poussées, donc ça c'était génial. Et puis après, le droit, ça ouvre sur beaucoup de choses. Mm. Donc c'était droit, Sciences Po et économie, quoi. Ok. Et durant tes études, tu savais déjà ce que tu allais faire ensuite? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, Mm. non. Après, Mm. je baigne dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps parce que ma mère est à son compte. Mon père a toujours aussi été chef d'entreprise et j'ai commencé très tôt à travailler à côté. Je crois qu'à 14 ans, avec mon père, on avait monté une association. Ok. Ok. Ensuite, j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de boulots différents. J'ai même travaillé dans le monde de l'événementiel. Ouais. J'ai fait de la mise en rayon dans les supermarchés. Bon, Mm. c'était un peu plus compliqué, mais non, non, j'ai essayé de toujours en fait faire énormément de choses différentes pour découvrir en fait tout simplement parce que la problématique, comme je disais, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de faire très tôt et après ça ouvre pas mal de Ok. portes, quoi. Donc tu faisais tout ça en parallèle de tes études. Ouais, toujours. C'était les soirs, les week-ends. C'est ça. C'est ça. Ok. Dans Mm. l'événementiel, ouais, c'était même Mm. le mercredi soir et le vendredi soir. Donc, Tu faisais quoi dans l'événementiel? je travaillais dans des boîtes de nuit. Donc, Il y a un peu moins cool, quoi, pour... ouais, non, mais c'était très bien. Après, en plus, pendant Mm. mes études à Paris, j'étais dans le BDE. Donc je veux dire, à cette époque-là, une vingtaine d'années, je veux dire, j'arrivais à Paris, j'habitais tout seul. Donc c'était aussi important de travailler et de vivre à côté, quoi. D'accord. Bon, par contre, c'était un rythme de vie que je n'aurais plus aujourd'hui. De mon grand âge, maintenant, je ne pourrais plus le suivre. Le grand âge. Donc tu disais, tu es allé en Angleterre, en Espagne. Mm. Est-ce que la culture espagnole et la culture anglaise, elle t'a quand même apporté quelque chose? Ou non? Ouais, alors la culture espagnole, moi j'y étais que en seconde, donc au final, mais après c'est quelque chose que je croise aussi, enfin j'y retourne très souvent même en Espagne. Mais celle qui m'a le plus apporté, par contre, je dirais que c'est la culture anglaise, parce que là j'ai vraiment pu travailler, j'ai pu voir à quel point ça a été aussi différent sur pas mal de Mhm. choses, sur pas mal de domaines. Mm. Mais globalement, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, mais je connais que Londres, vraiment. Je pourrais parler de Londres, c'est que c'est une capitale qui est hyper dynamique, qui est hyper cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a tout à découvrir, il y a tout à faire, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là, ouverture d'esprit, moi, que Londres m'a vraiment marqué, ouais. Ok. Donc une culture londonienne, t'as retenu beaucoup plus de positif que de négatif. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, je suis parti au moment du Brexit, donc, mais Ah. Donc, un peu plus. Mm. non, non, c'est pas grave. C'est surtout que j'ai eu une super opportunité là à Bordeaux. Mais oui, oui, que du positif. De toute façon, c'est ce que dans tous les voyages que j'ai pu faire, l'idée, c'est toujours tirer le positif. Mm. Forcément, à des moments, il y a des phases un peu moins cool, mais c'est pas Mm. le but, c'est de ne garder que le positif. Ouais. Ok. Et donc, si je me trompe pas, ta dernière année à Londres, c'était pour une école de commerce. Ouais. D'accord. Et pourquoi avoir fait ce choix-là après la licence de droit? Est-ce que c'était une suite logique ou est-ce qu'il y a eu un changement dans ta perception de la chose et ton avenir professionnel? Alors, quand j'ai fait du droit, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça, tout simplement. Ok. L'avoir, Mm. enfin, en général, c'est vrai, quand on pense droit, tout de suite, on se dit, derrière, je vais faire avocat. Mais Mm. moi, c'est pas du tout ce qui m'intéressait. C'était très important de le découvrir. Je suis très content de l'avoir fait, mais dans la lignée, c'était pas ce qui me plaisait. Et puis, je regardais à Londres les écoles qu'il y avait. Et donc, j'ai fait Westminster Business School à Londres. Et puis, eux, ils avaient toute une section entrepreneuriat qui était fabuleuse. Et je voulais vraiment partir là-dedans. Donc Mm. j'y suis allé un peu au toupet. J'ai candidaté. D'ailleurs, j'ai candidaté que là-bas en sortie. Et puis ça a fonctionné. Et puis ça s'est super bien passé. Donc non, non, je suis ravi. Ouais. Ok. Et du coup, cette école-là de commerce, est-ce que tu conseillerais vraiment d'aller faire une année dans une école de commerce? Parce que c'est assez Mm. atypique. Je pense que souvent, la plupart des gens pensent plutôt à faire leurs 5 ans là-bas. Pourquoi avoir fait une seule année?
et est-ce que c'est suffisant pour réellement apprendre des choses? Alors, moi, il y a un truc par rapport aux écoles de commerce, c'est que ce qu'il faut, c'est pas être passif. En fait, c'est arriver dans une école et c'est toi qui vas tout prendre dans cette école. C'est à toi d'aller chercher en fait Mhm. les choses. Si tu fais rien, il va rien se passer. Si tu es passif par rapport à tes études, tu vas passer à côté de 90% de ce qui peut se passer, de ce que tu pourrais recevoir. Donc là, moi, j'y suis allé et vraiment parce que je me suis dit, bah, tiens, j'ai beaucoup de choses à apprendre, dans l'entrepreneuriat encore plus. Les profs étaient fabuleux. J'avais une prof, je me souviens, notre prof principale, c'était l'ancienne directrice marketing de chez Jaguar, de mémoire. Donc, tu vois, c'était des gens Ok. qui étaient assez fabuleux. Puis c'est vrai que dans ces écoles-là, c'est ce qu'ils vont aussi avoir. Et c'est vraiment cette dynamique-là. Et je pense que pour toutes les personnes en école de commerce, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si tu es enfin, il faut vraiment être moteur en fait par rapport à tout. Et au point que je suis allé encore plus loin moi quand je suis arrivé donc dans cette école, c'est que on a fait notre jour de rentrée. Donc dans un amphi, on était 250. Et à un moment, ils ont commencé à présenter une section. Il y avait 10 personnes qui avaient déjà été sélectionnées en entrepreneuriat, donc le top 10 des 250. Ok. Et j'étais pas dedans parce que je savais pas trop non plus que ça se faisait, puis je n'ai pas été sélectionné, mais je m'étais dit, mais attends, c'est fou, mais moi j'ai envie d'être dans ces 10-là. En plus, le jour de rentrée se faisait dans les locaux Google à Londres, enfin c'était un truc. D'accord. Ok. Donc en sortant de cette amphi, je suis allé voir la responsable de ça, et puis je l'ai tannée pour pouvoir rentrer là-dedans, et puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer parmi ça. Donc on était 11. Mais, Ouais. Ok. mais je pense que c'est un bon exemple de dire de pas hésiter en fait à tester, à se lancer, à oser en fait faire les choses et puis tout est possible en fait tout Il simplement. faut donner des coups de pied dans les portes. Exactement, ouais, ouais. Puis c'est beaucoup dans la culture anglaise, je pense, beaucoup en France. Faut le faire bien sûr de la manière la plus respectueuse possible. Mais je veux dire, ce qu'il faut bien retenir des écoles, c'est d'être actif par rapport à tout ça, quoi. Ok. Ok. Donc, tu nous l'as dit, tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat en partie grâce aux parents, etc. Et aussi à la fin Mm. grâce à ton école. Euh, de manière globale, lorsque tu traversais tout ça, quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu te disais plutôt que c'était en fait ton avenir, entre guillemets, d'être entrepreneur? Ou est-ce qu'il y avait un challenge particulier que tu avais envie de surmonter? Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Bah, moi, l'idée, c'est dans l'entrepreneuriat, ce qui me plaît, c'est de créer, de développer, tout simplement. C'est de pouvoir Mhm. se lancer. Quand j'étais petit, j'étais fan de jeux par exemple, Age of Empires, des choses comme ça. J'adorais où on pouvait tout développer, développer comme ça s'appelle, des civilisations, des Mhm. choses comme ça. Et c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a des ressources en main et on essaie de faire le mieux possible, Mhm. faire mieux avec ce que l'on a. Et après, ben, l'idée que je vais avoir en fait de l'entrepreneuriat aussi, c'est que c'est tout est une question d'opportunité, de développement. L'idée, c'est d'être le plus ouvert, essayer de voir ce qui peut se passer, essayer de saisir tout ce qui peut Mhm. venir à nous, etc. Donc oui, globalement, c'est à peu près comme ça que je vois ma vie pour le moment. Ok. Donc toi, les pubs Age of Empire, elles t'ont eu. Ouais. Enfin, Ok, à je me l'époque, on jouait demandais. sur Windows Mm. 98, donc ça Ah. donne une idée de mon âge. Mais Ok. ouais. Mm. Donc, D'accord. tu es passé, comme tu as dit, par plusieurs choses, par la com, l'événementiel. Ouais. Et puis après, tu as une grosse période d'enseignement où tu donnais des cours à plusieurs écoles. Ouais, en ce moment, ouais. Entre-temps, j'ai eu une boîte. Enfin, Ouais. Ouais, D'accord, donc tu as de quoi? commencé par la boîte ou par Alors, l'enseignement? j'ai commencé pour refaire mon parcours pro. Donc, pendant mes études à Londres, ce que je disais, on a ce que l'on va chercher. Donc, j'ai proposé de monter un incubateur. Mhm. Donc, pendant les dernières études, donc c'était un gros projet qui avait été monté, soutenu par les différents professeurs. Et qui a été accepté. Et puis puis pour moi, ce qui était génial, c'est que je me suis dit, mais on peut aussi apprendre en enseignant, même si c'était la première fois que je faisais ça, mais ça m'a permis aussi de découvrir ce que c'était que l'entrepreneuriat, mais de l'autre côté. Donc j'ai monté un incubateur à Londres, au sein de l'école Westminster. Et donc j'accompagnais là des projets, puis il y avait tout type de projets différents. L'idée, c'était d'accompagner à peu près tous les business. Et après ça, en fait, donc j'ai arrêté Londres, je suis venu à Bordeaux et je me suis associé avec mon père. On a monté Base 10. Mon père est un ancien de l'immobilier d'entreprise et moi, j'avais vraiment ce profil start-up, etc. Et donc Base 10, pour faire très simple, c'était une plateforme de location et de proposition de bureaux, places de coworking et salles de réunion.
Donc, grossièrement, c'est un peu comme Airbnb, mais pour les bureaux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de grands groupes et de grands comptes qui avaient des espaces disponibles parce que l'un de nos premiers clients, par exemple, c'était Volkswagen. Eux, ils ont refait toutes leurs concessions en 2016. C'est des concessions qui sont magnifiques, mais avec le développement de la digitalisation, on regarde la dernière Golf depuis son portable et on se rend moins en concession, ce qui est moins intéressant pour eux. Et à côté de ça, ils ont des salles de réunion qui sont parfois inutilisées. Donc ils se sont dit, tiens, en les proposant sur une plateforme, chaque fois que ça va être réservé par des professionnels, c'est 10 professionnels qui viennent qui viennent potentiellement en fait dans la concession. Ils utilisent la salle de réunion, mais c'est surtout des personnes qui vont voir le showroom, qui vont voir les voitures, vont partir avec une carte de visite, une plaquette, enfin, ça s'est créé comme ça. Oui, parce qu'en ligne, il n'y a pas le commerçant qui va essayer de venir te faire rêver, te présenter les différents modèles, ne serait-ce que juste l'histoire, etc. Personne ne va les lire en ligne, on regarde juste la photo de la voiture et est-ce que ça me va ou ça me va pas? Ouais, donc c'est exactement ça. Donc on a eu Base 10, c'était qu'on a ensuite développé en marque blanche, c'est-à-dire que nos clients c'était surtout des grands comptes, donc des grandes entreprises, et eux ce qui les intéressait, c'était d'aller encore plus loin. Ils adoraient le modèle de marketplace, mais souhaitaient l'utiliser en outil de communication. D'accord. Donc c'est un peu le principe des marques blanches. Donc en fait on a copié-collé Base 10 tout simplement, et au lieu que ce soit notre logo et nos couleurs, on en a une avec Generali par exemple, donc c'était le hub Generali. On en a une avec l'association des maires ruraux de France, etc. Et à la fin on en avait 12, une douzaine à peu près. Et donc tout ça, et ça c'était le réseau AWI. Donc AWI c'était globalement l'environnement digital qui regroupait toutes les plateformes. Ok. Et donc tout ça maintenant c'est fini. On a arrêté en décembre 2022 et puis entre-temps on a écrit un livre avec mon père. Donc c'était le but en fait, c'était de marquer aussi la fin. On souhaitait partager tout ce qu'on avait eu. Et après, de fil en aiguille, je suis devenu intervenant et aujourd'hui j'ai 37 cours dans 6 écoles. Je comptais avant de venir. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'histoire de la transition entre Base 10 et c'est quoi le nouveau nom? Ah oui. Ah oui. Entre Base 10 et AWI, c'est justement qu'est-ce qui s'est passé pour justement que vous ayez l'idée de se dire ok, on va faire en marque blanche. Est-ce que le premier concept marchait moins bien? Est-ce que c'était une décision stratégique qui faisait suite à des retours clients? Ouais, alors techniquement, on va dire que Base 10, c'était un peu le POC, le Proof of Concept, ah oui, j'aime pas le décrire comme ça, mais à la limite, c'est plus compréhensible. C'est un peu comme si c'était une holding, en fait, tout simplement. Ou alors une franchise. Non, plus, on va dire plus une franchise. Mais c'était pas du tout structurellement ça. Mais l'idée, c'est que Base 10, on a prouvé que le concept marchait. Et un point qui est hyper important et pour moi qui est vital pour les entreprises, c'est d'être à l'écoute de son marché, mais surtout être à l'écoute de ses clients. Et c'est vrai que quand on écoutait nos clients, enfin c'était plus nos partenaires que nos clients, beaucoup nous disaient ouais on adore, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Et puis donc l'idée c'était vraiment de pouvoir bosser, de répondre à leurs besoins tout simplement. Et là où ça a été aussi vachement intéressant, c'est que on allait beaucoup plus loin dans l'étude, c'est qu'on pourrait croire au début qu'en faisant Base 10, le Generali, une autre plateforme, on allait se cannibaliser. Mais ce que l'on a fait, c'est que toutes les plateformes étaient reliées sur la même base de données. Ça veut dire que plus une plateforme grossissait, plus ça faisait grossir l'ensemble. Et ce qui était intéressant, c'est qu'une personne de Generali pouvait réserver des espaces chez Base 10, mais aussi chez RuraConnect, etc., etc. Le but, c'est parce que la force des marketplaces, en fait, c'est la taille du réseau, tout simplement. Donc, il fallait trouver stratégiquement le moyen de développer le réseau le plus rapidement possible. D'accord. Et sur les marketplaces, justement, il y a toujours deux côtés. Ici, du coup, c'est les entreprises et les clients, on va dire, qui ont envie de louer un espace. Lequel des deux était le plus difficile à aller chercher? Les deux? Non. Puis, en fait, le gros problème dans les Mm. marketplaces, c'est génial comme modèle. Aujourd'hui, on a en tête énormément d'entreprises. On prend Blablacar, Airbnb, même Amazon est une marketplace. Et puis, on se dit, c'est cool. Mais l'idée, c'est que dans les marketplaces, il y a un double phénomène qui se passe. C'est-à-dire que si tu développes beaucoup plus l'offre,
ben, en fait, sans développer l'utilisation, tu crées de la frustration auprès de tes offreurs parce que eux, et pendant longtemps, ils vont pas avoir de réservation. Et puis ça va impacter ton image parce que derrière, ils vont se dire, bah ouais, mais je suis sur la plateforme depuis quelques temps, je n'ai toujours pas eu de réservation. Mm. Et idem, si tu développes que l'utilisation, bah, le problème, c'est que bah là, tu vas saturer automatiquement ton marché. Donc les marketplaces, c'est un modèle qui est génial. Les commissions, parce que c'est le modèle économique des marketplaces, la commission, c'est un modèle qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves. Aujourd'hui, on tend vers ça énormément, mais on est toujours en fait jouer entre l'offre et la demande, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que c'est plus facile l'un ou l'autre? Je sais pas. Nous, on essayait de faire un maximum. C'est pour ça que les partenariats, pour nous, c'est quelque chose de très stratégique et très intéressant parce qu'on pouvait développer un réseau beaucoup plus facilement. Après, par rapport à l'utilisation, le point sur lequel on a été confronté, c'était sur sur l'acculturation et le changement d'habitude. Il faut savoir que Base 10, c'est 2017-2018. Et on commençait à parler du coworking, mais nous, on n'était pas un espace de coworking. Hein. Les coworking, c'était nos clients. Donc, l'idée, c'était d'apporter de faire comprendre en fait aux gens que c'était des tiers-lieux. Il y a le premier lieu, c'est chez soi. Deuxième lieu, c'est l'entreprise, l'environnement de travail. Et le troisième lieu, c'est l'espace de coworking, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Ok. Et comment tu gérais les charges de travail avec ton père / ton associé? Est-ce qu'il y en avait un qui s'occupait plutôt des utilisateurs, l'autre qui s'occupait des loueurs? Alors, on ne traitait pas exactement comme ça. C'est assez marrant. Ce qu'on faisait, c'est que on a forcément une génération de différence, pardon. Et c'était plus par rapport aux clients. C'est-à-dire que ça arrive, mais parfois, c'était moi qui m'occupais de certains clients parce que le côté jeune start-upper, et parfois, c'était lui parce que le côté aussi rassurant, etc. Mais l'image et la perception, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça joue aussi quand même pas mal. Donc, D'accord. Vous avez été touché à tout, chacun de votre côté. Ouais. 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 L'idée, on avait chacun nos dossiers, chacun nos clients. Bon, on se voyait, on se parlait tous les jours, hein. Mais l'idée, Par contre, ce qui est important quand on va être dans une équipe, et on parle souvent d'ailleurs des associés, c'est que chacun ait son domaine de prédilection et chacun qu'il y ait une personne qui est le lead en fait sur un sujet. Parce que si on est deux à décider, le problème, c'est qu'on peut partir très rapidement en fait dans un débat et de se dire j'ai raison, etc. Donc sur un sujet ou un autre, chacun avait le lead en fait, tout simplement. Et comme ça permet de s'organiser davantage. Ouais. Ok. Puis un débat avec son père, c'est difficile d'avoir raison, j'imagine. Voilà, ce que j'avais demandé, la gestion professionnelle et privée, comment est-ce qu'elle s'est faite? Parce que ça devait être un peu compliqué de bosser avec son père et puis le week-end manger avec lui, quoi. Alors il nous écoute. C'était génial. Non, c'était vraiment génial et j'en garde une super expérience. On est super contents, etc. Par contre, ce qui est évident, mais ça pour tous ceux qui veulent créer une entreprise et qui veulent bosser là-dedans, de toute façon, c'est que quand c'est votre entreprise, de toute façon, il n'y a plus vraiment de week-end et il n'y a plus vraiment de vacances, pas à cause de la charge de travail. Je ne dis pas du tout ça, mais par rapport au fait que vous soyez tout le temps en train d'y penser. Tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que, et puis forcément, quand on était en repas de famille, de temps en temps, on reparlait de certains sujets ou des choses comme ça. Bon, après, on était en famille, donc on évitait, mais non, on essayait d'être les plus... Non, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Ok, on va revenir sur tous ces sujets d'entrepreneuriat dans la deuxième partie. Juste avant, moi j'avais une question sur le livre du coup que tu as écrit avec ton père et ton associé. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire un livre particulièrement et pas un autre format? Alors, je pense que c'est une question de génération, c'est-à-dire que comme on était tous les deux, lui il est davantage aussi dans les livres. D'une part, d'autre part, on était surtout nous attachés au fond. Ce qu'on voulait dans le livre, c'était partager en fait tout notre savoir et tout ce que l'on avait appris, plus que la forme. C'est vrai qu'on aurait pu faire des vidéos, etc., mais on a moins cette culture-là. Donc le livre était vraiment le canal le plus simple pour nous. On voulait partager, et puis on s'est dit qu'on voulait enseigner en fait ce que l'on avait découvert. Donc après, si vous voulez, on peut se faire des longs podcasts et on étudie tout le livre avec plaisir. Mais non, c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment posé la question sur la forme. On s'est dit que c'était le plus évident pour nous dans ce sens-là.
bien que je suis un grand consommateur de formats vidéo, je veux dire, de toutes les formations qu'on va pouvoir avoir. YouTube, pour ça, est assez incroyable. Donc, enfin, YouTube et d'autres plateformes, bien évidemment. Mais oui, non, c'est vrai que la forme n'a pas été la question pour nous. Ok. Puis il y a aussi les livres audio maintenant. Ouais. Alors, le livre, tu l'as mis en vente sur Amazon. Ok, donc est-ce que automatiquement il y a les livres audio qui vont avec ou pas du tout? Non. Par contre, il y a le format Kindle. On est passé par Amazon, par Kindle Publisher. Donc, c'est le truc d'Amazon. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Le livre audio, je me suis pas penché dessus. Faudrait voir comment le programmer. Je pense qu'on va pouvoir le faire lire. Ok. Mais oui, pourquoi pas. Ok. Je note. Après, le livre audio, c'est un peu ce que tu fais dans tes cours. Oui, voilà, Voilà, tout c'est simplement. Ouais. Sinon, il faudrait que je m'enregistre. Voilà. Ouais. Mais c'est assez drôle quand même parce que moi je trouve que c'est un peu plus compliqué à écouter qu'un podcast, alors que pourtant il n'y a pas tellement de différence en soi. Alors c'est peut-être du coup les échanges de questions avec parce qu'un un podcast on est forcément deux ou trois, quoique il y en a qui le font tout seul. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais un livre audio, je trouve ça plus compliqué à écouter, Je bizarrement. pense qu'il y a aussi le côté monotone du livre audio, où en fait la Oui, personne parce va que c'est juste la, relire son livre. c'est la voix. Je sais pas si c'est un robot qui lit ou. Enfin, Ouais, parfois, tu sais, t'as des Mm. livres où t'as des T'as personnes des connues qui lecteurs, les ont lus. Ouais. t'as Après, des lecteurs professionnels aussi. ok, bah Sur ça doit changer certaines, quelque chose, je pense. Mm. Hein. Ouais, est-ce que c'était une voix bien grave, tu sais, très monotone, etc. Ah ouais, là, Bah, pour s'endormir, c'est génial. Et ça marche plutôt bien en plus. Ouais. Donc, parfait. Ok. Bah, On je passe, pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie. Ouais. Donc, la partie sur l'entrepreneuriat. Donc, comme tu as dit, tu as commencé en 2017. Un peu avant, ouais, 2016 du coup à Londres. Et après, oui, avec Base 10, ouais, techniquement 2017, 2017, ouais. Donc, 2016-2017 jusqu'à 2024, tu as remarqué des changements dans l'entrepreneuriat de ton point de vue et aussi au global. Ouais, bah déjà, on n'avait pas de chat GPT. Non, Ok. il y a pour moi, il y a deux grands phénomènes. Le premier, c'est l'accès à l'information. Je trouve bon, encore, c'est pas énorme en termes de délai, mais je trouve que l'accès à l'information, pardon, a changé. Pas seulement sur le contenu, mais sur la forme. C'est pour ça que je parlais de ChatGPT assez facilement, mais l'IA a quand même été une révolution. Là, on commence vraiment à le toucher, mais ça a été globalement assez impressionnant. Et l'autre chose, c'est en termes de fonctionnement, de bulles et de tendances. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de bulles qui apparaissent. Le principe d'une bulle, hein, c'est quelque chose qui va se créer, qui va monter qui va s'auto-alimenter et puis qui va être un peu déconnecté, qui va devenir hors sol. Et puis à un moment qui éclate, malheureusement, on l'a vu. Et puis on voit des bulles dans à peu près tout. Je parle pas seulement de toutes les cryptos, je parle pas seulement des modes, et dans pas mal de sujets, en fait, on arrive à ça. Et l'autre point aussi, c'est par rapport aux entreprises. Nous, par exemple, on a fait une levée d'amorçage tout simplement avec Base 10. Et on a été financé par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires maintenant, ça a changé de nom. Et parce qu'on était une application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on refaisait cette levée de fonds, on ne serait pas financé. Ok. Mais Financé entièrement par la Caisse des dépôts? Ouais, non, enfin, c'était Hum. une première levée de fonds simplement pour Ok. lancer le business, pour lancer le site web, C'est etc., etc. de combien, si c'est pas indiscret? 400. 400, ok. Mais l'idée, c'était Mm. que, je veux dire, on était une application déjà, et puis à l'époque, c'était vraiment le lancement, le phénomène des applis. Il y avait vraiment que ce mot-là à la bouche, etc. Fallait avoir son appli pour être cool. Aujourd'hui, plus du tout. Il y a encore, bien sûr, du financement, il y a encore de l'argent, etc., etc. Mais on pourrait pas refaire ce qu'on a fait. Et puis, il y a vraiment des tendances aujourd'hui. Moi, c'est un truc que je suis pas mal dans les différentes levées de fonds qui se font. Vous remarquerez, c'est toujours en fait on a quasiment c'est même un système de mots-clés à un niveau aujourd'hui. Dès qu'on rajoute un peu d'IA dans quelque chose, et puis, donc il y a ces changements-là. Et je pense que je parlais des bulles, mais l'idée c'est de bien regarder les tendances pour être bien connecté au réel. Et pour pas être hors sol en fait, tout simplement à un moment donné, et pas se faire larguer par son marché, parce que ça bouge tellement vite. Je trouve que ça bouge d'ailleurs de plus en plus vite. On part dans un sujet et puis dans un autre, etc., etc.
Et l'idée, c'est que vous puissiez constamment être vraiment connecté à votre marché. Moi, c'est d'ailleurs un truc que quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans mes cours et que j'essaye de faire à chaque fois. C'est on ne parle pas de pestel à chaque fois, mais justement je crois plus trop dans le pestel, mais l'idée là, c'est plus de se dire, pour moi, c'est vraiment une question de tendance. Attention, une tendance n'est pas une mode. Ok. Là, il y a beaucoup de. J'avais une question qui s'est fait remplacer à la fin par ta dernière phrase. Donc, moi, la question que je me pose quand on parle de bulles, etc., c'est comment aborder la difficulté qui est en fait de toujours avoir l'impression que soit on est trop tard, enfin on arrive trop tard, soit en fait on n'est pas dans une bulle. Et en fait, du coup, au début, on a l'impression que c'est pas vraiment une bulle, ça va pas trop marcher. Et quand ça commence à marcher, on se dit, en fait, ah mais du coup, c'est trop tard. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, en fait, ou pas du tout? Déjà, il y a deux choses qu'il faut savoir. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Avoir raison trop tard, c'est avoir tort. Donc, une fois qu'on sait ça, on n'a rien dit. Non, la problématique, c'est que, effectivement, c'est une question de timing. C'est une question de timing sur pas mal de sujets. Le principe, c'est d'essayer d'être le plus à l'écoute possible et surtout aussi des signaux faibles. C'est de se dire, là, je le sens bien, là, ça va partir là-dedans, etc., etc. Et potentiellement, d'écouter ses intuitions. Après, moi, quand on étudie les tendances, ce que j'enseigne, c'est que il y a deux manières d'étudier les tendances. La première, c'est selon un point de vue. Et là, vous pouvez voir selon un point de vue géographique, on se rend compte qu'il y a des tendances, des tendances géographiques selon des tendances de consommation. Comment est-ce que les gens vont consommer? Aujourd'hui, on a l'IA. On prend dans la nourriture, on va être sur du Made in France. Le bio est même quasiment terminé. Je veux dire, avant, on avait le bio en tête de gondole. Maintenant, c'est disséminé à peu près partout. Tout ça, ça va être des signaux, en fait, tout simplement. Donc, après, des tendances saisonnières, des choses qui vont revenir tout le temps, constamment. Vous savez qu'en septembre, on a le keynote d'Apple. À chaque fois, ils vont sortir un nouveau téléphone et puis ça va révolutionner. Et puis ça va être un peu le guide, la timeline pour l'année. Et ensuite, historique, tout simplement. Donc là, on a des grands principes. Vous prenez, on sait que les quartiers dans les villes évoluent toujours de la même manière. C'est un peu la gentrification. On est à Bordeaux. Là, on voit que vous avez un quartier qui était un quartier qui craignait un peu, qui devient un quartier d'artistes, qui devient un quartier bobo dans le très bon sens du terme, et ensuite un quartier riche. C'est l'histoire des Chartrons, c'est l'histoire de Saint-Michel en ce moment. Donc ça permet aussi de voir à peu près comment ça peut se passer, enfin de voir à peu près d'avoir une idée de ce qui peut se passer en fait, tout simplement. Les schémas qui reviennent à chaque fois. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un outil qui pourrait nous permettre du coup de trouver ces différentes tendances? Il y a bien évidemment Google Search, il me semble, mais moi je trouve que, pour l'avoir juste testé une ou deux fois, qu'en fait, on a l'impression qu'on va trouver la nouvelle tendance et tout, mais pas vraiment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas mieux, en fait? C'est pas un meilleur truc quelque chose qui va donner un indicateur précis de la tendance à suivre. C'est quoi? C'est-à-dire que vous regardiez, après, tu as Google Trend aussi qui permet de voir les mots les plus recherchés, mais je pense que ça a été utilisé de tous les côtés par le dropshipping pour savoir quel outil vendre. Par exemple, dropshipping, c'est une tendance qui est finie. C'est tout bête, mais parce qu'il y a eu tellement de scandales autour. Mais pour moi, c'est vraiment une logique macroéconomique et d'études de marché. Donc là, d'être le plus alerte possible en fait sur les différentes événements qui peuvent se passer, de suivre l'actualité. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de moyens de suivre l'actualité. Et puis rien que c'est tout bête, mais les levées de fonds, moi je trouve que c'est un super indicateur parce que ça vous permet, d'un point de vue business, bien évidemment, mais quand vous regardez les différentes levées de fonds qui ont été faites cette semaine, là vous voyez à peu près tout ce qui, les tendances des entreprises, les tendances de consommation. Après, moi je suis beaucoup l'actualité. Ok, donc par exemple suivre les investissements de la French Tech dans la semaine, etc. Par exemple, ouais. C'est Madines aussi qui fait qui cite, qui fait la liste en fait des différentes levées. C'est d'essayer de voir en fait dans quel sens va aller en fait certains investissements, etc. D'accord. Moi j'ai envie de revenir à ton début de l'entrepreneuriat. Ouais. Quand tu nous parlais d'incubateur. Ouais. Tu sortais tout juste de l'école. L'école t'a suivi. Comment est-ce que tu vas la prouver à cette légitimité en sortie d'école, jeune,
je peux me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis capable de faire comme ceux qui ont 20 ans d'expérience. Ouais, c'était même encore plus que ça, parce que c'était pendant mes études. J'étais encore Ah oui, ok, étudiant à ce d'accord. moment-là. Non, mais je pense que c'est une question de motivation, de détermination, et puis de dire, écoutez, je suis prêt, je suis là. Après, c'était en Angleterre, et puis il y a ce côté de, on va aussi laisser la chance, et puis la personne qui va faire le travail. En France aussi, on l'a bien évidemment. Mhm. Mais si vous croyez vraiment dans le projet, et de toute façon, être entrepreneur, c'est avoir une vision. Tout simplement. Et si votre vision, elle est forte et que vous arrivez bien à appliquer cette vision-là et que vous êtes hyper moteur, hyper dynamique, je veux dire, après, tout le monde peut être suivi là-dessus, quoi. Mm. Donc, Ok. Et puis là, en plus, en l'occurrence, on parle d'entrepreneuriat, enfin, toi, dans ton exemple, de tout ce qui est start-up, etc. Mais il y a aussi l'entrepreneuriat freelance, l'entrepreneuriat plus classique, qui sont des choses, en fait, qui sont totalement faisables, même si on n'a pas d'idée en tête, même si on n'a pas d'associé, mm. même si on n'a rien. Et justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces différents types d'entrepreneuriat, entre guillemets? Est-ce que tu aurais pu te lancer dans autre chose ou est-ce que tu considères que vraiment la start-up et l'entreprise, c'est quelque chose qui te convient mieux? Sachant qu'aujourd'hui, en plus, quand tu Mm. parles de freelance, de start-up, etc., aujourd'hui, ça se diversifie à fond. Quand tu vois Mm. des start-up qui sont un peu plus évoluées, un peu plus style PME. Mm. Ouais, on appelle ça aujourd'hui la gig economy, Ouais. GIG economy. L'idée, Mm. c'est que vous avez de plus en plus de freelance, de personnes à leur compte, etc. C'était le patron d'Harvard qui disait les personnes préfèrent créer un job plutôt que faire un job. Mhm. On est vachement là-dedans. L'autre Mm. grosse transformation que l'on a, c'est que ça disparaît un peu l'idée de je rentre à 25 ans dans une boîte, je fais toute ma carrière là-bas et je sors. Ah oui. On a Mm. beaucoup plus de création. Là, l'autre fois, je suis tombé sur une stat qui était assez folle, c'est que c'est 1,05 million entreprises qui se créent par an en France. C'est quand même relativement incroyable. Mhm. Mm. Et l'idée, c'est que, après, dedans, on a tout type d'entreprises, hein, les auto-entrepreneurs, etc. Mais là, c'est vraiment je pense qu'il y en a beaucoup qui ont plusieurs activités en même temps. Je pense que j'en suis un bon exemple. Mais l'idée, c'est d'essayer aussi de toucher à tout. Après, de savoir sur les freelances, nous, ça a été une vraie question stratégique dans la boîte, notamment par rapport quel type de partenaire est-ce qu'on allait avoir, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on va dire, mais chacun a son avantage et Mm. enfin, chaque point a un avantage et un inconvénient, quoi, tout simplement. Mais je trouve ça cool. Et puis l'idée je veux dire, d'être même freelance, à son compte, auto-entrepreneur, etc., c'est un boulot qui est différent. Mais après, être à son compte, c'est aussi génial. Mm. Si Ok. on a envie d'être en week-end dès le mardi, on peut. Enfin, après, le Ouais. problème, c'est qu'il faut bosser aussi de temps en temps. Mais je veux dire, on est beaucoup plus libre, quoi. Oui. Ok. Justement, on va parler de ton quotidien d'entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que tu le gères ce quotidien? Tu te mets des heures de travail ou alors tu es un peu plus laxiste dessus? Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. C'est-à-dire que donc j'ai les cours. Mhm. J'ai remonté un incubateur, donc j'accompagne des entrepreneurs. Je travaille avec un organisme de certification pour créer des nouveaux masters. Donc là, je suis expert métier pour eux. Donc là, j'ai travaillé sur la création de 2 masters qui étaient expert de la stratégie marketing et expert de la stratégie commerciale. Je suis jury, donc président du jury, et je travaille sur de la digitalisation. Ok. Donc, Ok. Ça fait beaucoup. Ça fait. ouais. Mm. Non, mais avec de l'organisation, ça passe. Mais je me rends compte que je travaille moins qu'avant, avec Mm. Aoi et Base 10. Là, on va dire que j'ai du temps en présentiel, hein, forcément, pendant les cours, etc. Après, il y a du temps de préparation, mais c'est différent, en fait, parce que une question aussi de responsabilité par rapport aux cours. Mais pour moi, là, oui, c'est sensiblement différent comment je m'organise. Mm. Et c'est plutôt une organisation où tu te dis tous les jours je vais faire un petit peu de chaque chose ou plutôt un jour dédié à chaque sujet, pardon. Ouais, non, moi je préfère faire un petit peu de chaque chose tous les jours. C'est-à-dire que après j'ai des journées, parfois j'ai des longues journées, parce que quand j'ai des jours de cours, je peux avoir 7 heures de cours d'affilée, 2 heures d'incubateur après, ou alors enchaîner avec des rendez-vous, où là j'ai 2 projets en cours, donc travailler sur ces projets-là, ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est surtout une question d'organisation. Ce qui est compliqué par contre, faut aussi se laisser un peu le temps et puis se connaître un peu. Faut pas trop passer non plus d'un sujet à l'autre trop rapidement. Essayer de pas trop brûler les étapes parce que c'est quelque chose de Mm. compliqué.
Mais globalement, ouais, c'est faisable. Il suffit de. Moi, je note tout le temps, par contre, pour pas oublier. Ouais. Parce que là, je remercierai jamais assez Google et Google Agenda. Parce que- Donc, Ok. tu disais que tu bossais beaucoup plus quand tu étais chez Base 10. Ouais. Ce quotidien, tu te l'es construit avec les années. Tu changeais du tout au tout, tu disais, bah là, ça va pas, là, je bosse trop sur cette période, ou alors t'apportais du bien, tu remodelais d'un seul coup, plusieurs petit à petit. Je sais pas trop comment le dire, mais Ouais. cette façon de travailler, comment, genre, tu l'as trouvée aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je pense que je l'ai acquise avec l'expérience, tout Mm. simplement. C'est que je pense qu'il est important aussi, c'est de se connaître énormément. Moi, je remercierai jamais assez l'Angleterre d'ailleurs pour ça, c'est qu'on faisait des tests de personnalité toutes les semaines Ok. en cours. D'ailleurs, je recommande à beaucoup d'essayer d'en faire un maximum parce que se connaître, c'est quelque chose qui est vachement important. Et au point même de nous, on faisait des tests pour savoir quel type de mémoire on avait. Parce Mm. qu'on a la mémoire auditive, visuelle, olfactive, etc., etc. Et puis même, moi, je sais que c'est en parlant et en enseignant que je vais essayer, enfin, je vais me souvenir des choses Mm. en parlant. Et rien que ça, quand vous arrivez à comprendre en fait toute cette partie-là, c'est là où vous devenez super efficace derrière. Donc il y a vraiment une question de ça. Et puis j'essaye surtout maintenant, moi, de pas être tout le temps en train de travailler, de faire beaucoup plus de sport qu'avant. L'année dernière, là, j'ai fait 2 marathons et 2 semi-marathons, donc je suis assez Ok. content. Mais l'idée, l'idée, c'est aussi d'avoir ces moments d'évasion, ces moments de réfléchir, de se poser. Moi, j'adore marcher avec des écouteurs et puis, et puis comme ça permet de s'évader, quoi. Permet de s'évader, d'avoir des idées, Mm. etc. On en parlait avec Pablo la dernière fois. Dans le dernier épisode, vraiment les meilleurs moments pour avoir des idées, c'est de se laisser du temps, que ce soit dans la douche, Ouais. quand on va marcher, dans les transports, etc. Juste essayer de se laisser, en fait, par exemple dans la douche, peut-être ne pas mettre de musique, dans les transports, peut-être ne pas Mm. utiliser son téléphone, et juste en laissant ces temps-là où de toute façon on n'est jamais très productif, et ben en fait ça nous permet d'avoir des idées qui changent tout. Mm. Non, c'est Mm. exactement ça. C'est vrai que moi, Mm. sous la douche, c'est là où j'en ai le plus d'idées. Bon, le problème, c'est que à un moment, il faut sortir, c'est pas écologique. Mais ouais, ça. Et puis c'est vrai qu'en marchant, mais des moments à soi, je pense, c'est super Mm. important. Parce que de toute façon, quand on est chef d'entreprise, c'est une définition là-dessus, c'est qu'on est bon partout, mais expert dans rien. L'idée, c'est de s'entourer. Mais d'être bon partout, ça demande de se former à pas mal de choses, de découvrir des sujets, et surtout, c'est beaucoup de stratégie. Mais pour prendre une décision stratégique, il faut aussi se poser 2 secondes et puis réfléchir, quoi. Mm. Et Ok. puis là, il faut du temps. Et justement, être bon partout, mais pas trop. Mhm. Donc, au bout d'un moment, il faut recruter. Ouais, On a des questions sur le recrutement. Est-ce que tu as déjà recruté? ouais, oui. Ok, donc c'est bien, on va avoir plusieurs questions dessus. Donc, la première, qui est celle qui arrive là, dans l'ordre chronologique, comment savoir quand on a besoin de recruter? La première chose que je dirais, ce serait que quand on se rend compte que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. Mais non, plus sérieusement derrière, c'est que il y a du bon à tirer de façon de beaucoup de personnes, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, on est bon partout, mais il y a des personnes qui sont meilleures que nous, de toute façon. Et l'idée de s'entourer, c'est quelque chose qui est génial. Moi, il y a un truc qu'on mettait en place, c'était les conseils d'Elrond. Moi, j'appelais ça comme ça, parce que j'adore le Seigneur des Anneaux. Mais c'est le Ok. conseil des sages, en fait, tout simplement. Mm. Et l'idée, c'était de pouvoir, en fait, plus tu vas parler de ton projet, plus tu vas parler de tes problématiques, de tes idées, mais plus tu vas avoir de retour autour. Tout simplement. C'est-à-dire que, et même en expliquant, si ça se trouve, parfois tu vas avoir, ça va te débloquer des situations. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont une idée, ils n'osent pas en parler. Et c'est une Mm. erreur, en fait, tout simplement, parce qu'ils se disent, j'ai peur qu'on me vole l'idée. C'est pas, en fait, c'est pas qu'il faut pas parler de son idée, c'est qu'il ne faut pas parler de son idée à une personne qui a exactement les mêmes dispositions que soi. Là, effectivement, il pourra peut-être le faire. Mm. Mais c'est rare de trouver une personne qui a les mêmes compétences, les mêmes ressources, la même disponibilité niveau temps, etc., etc. Donc, il vaut mieux justement, moi je trouve, de parler, parce que ça permet de se confronter au marché, ça permet de se confronter, d'avoir des retours et potentiellement des points que l'on n'avait pas identifiés, en fait, tout simplement. Mm. Ça, c'est totalement vrai. Justement, hier, j'étais en train de finaliser la page pour les articles de blog, SEO, etc. pour mon site de ma startup. Et donc, j'envoie un message à mon associé. Je lui dis, OK, la page, elle est prête, mais il y a juste un point où vraiment ça marche pas. C'était au niveau des catégories, des filtres, etc.
Et je lui dis, franchement, là, sur ce point, j'ai tout essayé, ça fait 30 minutes et ça veut pas venir. Et en lui expliquant, en fait, à la fin du vocal, j'avais même pas terminé, je me suis dit, ah, en fait, je crois que je sais. Et je vais voir le truc, en 30 secondes, c'était réglé. Donc c'est vrai que, Non, c'est pour ça, en je fait, pense. t'en parler, vraiment, Ouais. on se rend pas compte, mais ça change tout. Et c'est marrant, mais c'est contre-productif. Enfin, c'est antinaturel, si je peux le dire comme ça. Mais dès que certains ont une idée, puis faut pas oublier que dans la réussite d'un projet, l'idée c'est 5% de la réussite, 95% c'est le boulot. Et beaucoup se disent bon bah j'ai mon idée, je veux absolument la garder, je veux que personne ne l'ait, mais ça va pas rendre service en fait à long terme. Il vaut mieux en parler, avoir des retours et voir ce qui peut se passer derrière, quoi. Ok. Question qui arrive ensuite sur le recrutement toujours. Ouais. Du coup, comment trouver la bonne personne? Est-ce qu'elle doit te ressembler? Est-ce qu'elle doit pas te ressembler du tout? Est-ce que tu fais une analyse de la personnalité? De photos pareil? Non, Ouais. non. Je pense que, alors te ressembler pas forcément, ce que j'aimais c'était avoir des compétences en fait avec toi quand tu vas embaucher une personne. Bon, bien sûr, il faut partager une question de vision et de valeur, il faut qu'elle comprenne ce que l'on fait, pourquoi est-ce que l'on fait ça et où est-ce que l'on veut aller, tout simplement. Après, il y a forcément une question de compétence, c'est-à-dire que si je t'embauche, c'est pour aussi partager la charge de travail et l'idée c'est de pas avoir à repasser derrière, quoi. Après, il y a souvent un principe, c'est qu'on ne délègue que ce qu'on sait faire. Bon, après, ça peut commencer à être limité. Mais oui, je pense que le fait trouver la bonne personne, il y a du bon dans beaucoup. L'idée, je pense, c'est surtout une question de valeur et de vision. Qu'ils comprennent en fait ce qu'on essaye de faire par rapport à l'entreprise et la direction qu'on essaye d'avoir. Ok, donc tu penses que s'il arrive à comprendre vraiment la vision des fondateurs, etc., il va automatiquement en fait réussir à s'intégrer et réussir à donner le meilleur de soi-même, enfin de lui-même du coup. Ouais, après, oui, je pense que le partage de la vision, c'est l'essentiel. Après, sur le donner le meilleur de soi-même, là, après, tout est une question de motivation. On pourrait parler d'Herzberg, je vous renvoie à vos cours de management. Mais chacun a ses motivations. Non, mais chacun a des motivations différentes. Ce qui est important, c'est d'essayer aussi de trouver quelles sont les motivations de son équipe et surtout d'avoir une bonne équipe qui fonctionne ensemble. Je pense que ça, c'est surtout aussi le principal, quoi, d'avoir que des stars de chacun côté. On peut faire un parallèle avec le foot. Ça marche pas forcément. Il vaut mieux avoir un bon groupe. Et c'est mieux de trouver quelqu'un qui va te suivre dans ton idée ou quelqu'un qui peut te pousser à aller chercher autre chose, meilleur peut-être ou moins bon, on sait pas. Ouais, alors je pense qu'il y a une limite, mais dans ce que tu dis, ouais, c'est totalement vrai. De challenger les idées, c'est toujours super important. Après, c'est vrai que moi, ça peut arriver parfois qu'on est dans une phase de challenger pour challenger. Il faut que ce soit faut que ce soit constructif en fait, tout simplement, qu'une personne challenge. Mais globalement, c'est pour ça que, à la limite, une vision globale, c'est une vision à long terme. Et l'idée, c'est que à travers une vision à long terme, on ait des actions à court terme pour y atteindre. Donc, mais il faut que la vision globale soit partagée. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des désaccords sur certains autres sujets, quoi. Mais trop de désaccords, je pense que ça peut. Le problème, c'est qu'à un moment, si on passe son temps en fait à se poser des questions et on a 100 000 raisons de ne pas le faire, on a 100 000 raisons de ne pas se lancer, etc. Et puis le but, c'est quand même d'avancer, quoi. Ok. Donc il faut quand même partager un minimum de choses. Ok. Mais nous dire qu'on a tort, c'est aussi une bonne chose. D'accord. J'écoutais ça quand on me le disait. Ok. Et dernier point, j'aimerais bien essayer d'approfondir dessus. Au niveau de la motivation des équipes, Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir, de constater une baisse de motivation à un moment donné, etc. Oui, bien sûr. Oui, c'était. Après, nous, c'était surtout périodique, parce qu'on louait des bureaux. On était forcément, il y avait moins. Donc, puis il y a des. En fait, ou alors c'est par rapport aux tâches à réaliser. Il y a des personnes qui adorent être dans la partie commerciale, d'autres créer, d'autres être dans la com, etc. Et c'est vrai que la motivation, quand tu fais quelque chose que t'aimes, forcément, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à trouver. Parce que tu fais ce que tu aimes, donc techniquement, tu n'es même pas en train de travailler. Les baisses de motivation, à la limite, c'était quand une personne faisait des tâches qu'il n'aimait moins, mais on était aussi obligé de les faire. Donc là, c'est de réussir à expliquer que, écoute, là, ça, faut le faire, et puis après, ce sera beaucoup plus cool, quoi. Ok, parfait. D'accord. Et du coup, on va pouvoir passer. Enfin, on est toujours à la même partie, mais Ouais. sur
le côté négociation-vente. Ouais. Comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on vend. Ouais. Là, moi, j'ai vu directement sur le profil LinkedIn la mention de négociation, donc je veux savoir. Parce que vraiment, non, c'est en tant qu'étudiant, et on a fait à Epitech Digital une semaine dédiée à ça où on parlait de comment négocier. On nous a mis dans un cadre, on nous a dit d'un Petit côté, séminaire, il y a des équipes qui représentent une start-up et de l'autre, une grande entreprise. Et donc, on faisait les groupes et il y avait 2 personnes par groupe qui étaient les dirigeants et qui devaient négocier dans le cadre d'une fusion-acquisition pour essayer d'avoir les meilleures conditions. Et on s'est rendu compte que vraiment la négociation, en fait, c'est assez complexe dans le sens où on doit laisser l'autre personne avoir raison pour pouvoir faire passer ses points d'intérêt, le compromis, il est dur à essayer aller de trouver un bon compromis parce que du coup, si on le laisse trop avoir raison, on perd l'intérêt qu'on essaye d'avoir. Donc, toi, en tant que professionnel, Mais comment tu fais? j'ai un cours demain matin sur la négociation. Mm. Déjà, la première chose, c'est qu'une négociation, on arrive préparé. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et on le voit d'ailleurs dans des rendez-vous, une personne qui n'est pas préparée. Un plan de négociation, c'est quelque chose qui est préparé, qui est bien à l'avance, etc. Après, avant toute chose, négocier, ça dépend globalement de 2 facteurs. Quels sont les enjeux et quelle est votre marge de manœuvre? Mais après, moi, un truc que j'ai beaucoup observé d'ailleurs avec les étudiants, c'est que pour beaucoup confondent négociation et débat. Le principe d'un débat, c'est d'avoir une personne qui a raison. Mais tu en as parlé, en fait. Le but, c'est pas d'avoir raison dans une négociation, c'est de sortir, d'arriver à son objectif. Après, on parle souvent de c'est BAFTNA. Vous pouvez regarder, BAFTNA. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une solution gagnant-gagnant. C'est écoute, j'essaye. S'il y a une négociation, de toute façon, c'est qu'il y a forcément confrontation. C'est Oui. que les 2 positions ne sont pas d'accord. Et une fois que vous avez compris ça, forcément, ça va être complètement débloqué derrière. Et après, c'est pas de dire c'est la partie A ou la partie B qui a raison, mais c'est d'essayer de trouver C et que le C soit le plus intéressant possible pour les 2 parties. Et c'est ça, en fait, le BAFTNA, c'est de se dire, on est tous les deux dans des positions. De toute façon, normalement, aucun des deux va se dire, bon, allez, c'est bon, je lâche tout et c'est toi qui as raison. Et d'essayer de trouver le meilleur C possible. Après, il y a aussi plusieurs types de négociations qui vont exister. Est-ce que vous êtes sur une négociation à court terme? Est-ce que c'est sur une négociation à long terme? Ça va changer le plan de négociation. Parfois, il faut peut-être même perdre un peu au début pour mieux gagner derrière. Ok. Mais même, je devrais même pas utiliser les mots perdre et gagner, parce que ça sous-entend qu'il y ait les 2 parties. Mais le premier point, c'est vraiment ça, ce serait de dire que c'est pas un débat, on n'est pas là pour écraser l'autre. D'ailleurs, il y en a beaucoup, quand vous voyez, je sais pas si vous avez eu ça dans les simulations, à un moment, on n'est plus du tout dans la négo et on attaque les arguments. Oui. Mais c'est pas les arguments qu'on attaque, en fait. Enfin, c'est pas la personne, c'est la personne qu'on attaque, pardon. C'est pas la personne qu'on attaque, ça va être plus tout ce qui est présenté, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est de trouver un accord. L'idée, c'est de pas dire c'est moi qui ai raison. Ouais, ok. Ok, Et ok. justement, dans ton approche de la personne dans la négociation, dans ta façon de parler, comment est-ce que tu vas trouver cet équilibre entre la négation, accepter quelque chose ou le refuser? Alors, mais encore une fois, tout dépend de la marge de manœuvre. Moi, il y a un point qui est assez important, c'est que vous êtes là déjà pour écouter et à partir du principe que vous parlez 30%, il parle 70% dans la négo. Parce que plus la personne va parler, plus vous allez la laisser parler, plus potentiellement vous allez avoir des informations sur ses freins, sur ses motivations, potentiellement sur d'autres offres concurrentes qu'il va avoir, etc., etc. L'idée, c'est de réussir en fait à amener la personne à parler. Et puis là, ça va être après, normalement, vous pouvez rebondir énormément. Pour beaucoup, tout de suite, on le voit assez facilement. T'en as qui commencent une négo, puis tout de suite, ils lâchent tous les arguments, quoi. Puis tu te dis, c'est tant mieux si la personne fait ça face à vous. Puis là, après, vous prenez des notes et puis vous déconstruisez un à un tout ce qui a été fait. Et puis là, après, vous êtes maître de la négo, tout simplement. Ok. Bon, assez clair. En tout cas, non, c'est un sujet vraiment sur lequel il y a beaucoup de questions. Mais il est déjà 18h58, donc on arrive bientôt à la 3e partie. Et je pense qu'on va directement y aller puisqu'on a déjà parlé d'IA un petit peu au début. Des tendances, etc. Aller chercher. Donc on peut passer à cette 3e partie. Je le rappelle, mini masterclass, comment traverser les différentes étapes pour commencer à entreprendre. Dis-nous tout.
Vaste sujet. Non, Mm. non. J'ai beaucoup réfléchi en fait à la manière d'aborder ce sujet-là parce que c'est énorme. Et puis de toute façon, quand on se dit entreprendre, qu'est-ce que ça peut être en fait tout simplement? Est-ce que c'est se lancer dans un nouveau projet? Est-ce que c'est lancer Mhm. une boîte, etc. Et puis c'est surtout que ça touche à beaucoup, beaucoup de sujets. On a la gestion de projet, on a, quand on entreprend, si on se lance dans une entreprise, tu as toute la partie positionnement, création de valeur, etc. Donc là, on pourra toucher à tous les points. Moi, il y a un point sur lequel je voulais revenir au début. Je voulais citer un film que je trouve génial et en plus qui tombe à pic parce que c'est un film d'alpinisme et puis on a l'Everest qui est en train d'essayer d'être monté par Inoxtag, ouais. Inoxtag pile Ah en oui. ce moment. Et en fait, ce film, c'est La mort suspendue. Ne vous inquiétez pas, c'est un très beau film. C'est sur la gestion de projet. C'est-à-dire que l'histoire, très très rapidement, c'est ces deux alpinistes. Il y en a un qui tombe dans la descente, fracture ouverte de la jambe, et il tombe dans une crevasse. Enfin bref. Là, en termes de chances de survie, c'est pas fou. Mm. Mais il prend la décision de descendre, enfin de sortir de la crevasse par en bas, ce qui est un gros pari. Et ensuite, il arrive à sortir. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas le film. Mais il doit rejoindre le camp de base. Et il y a toute une réflexion interne, en fait, un chemin intellectuel interne qui est assez fabuleux et qui est en fait exactement ce que l'on a en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'avec sa fracture ouverte, en étant en pleine montagne et en se disant bon, bah là, il me reste 3 jours à ramper, parce que c'est vraiment le cas, 3 jours à ramper pour atteindre le camp de base, on se dit tout de suite, c'est impossible à faire. Mais il commence à faire un truc, c'est-à-dire qu'il va commencer à diviser son parcours. C'est de se dire, bon, ben là, j'ai 3 heures pour faire 4 mètres. Mhm. Enfin, un peu plus. J'ai 3 heures en rampant, mais Mhm. en fait, il va diviser son travail. Et pourquoi Mhm. cette anecdote? Il faut commencer en fait quand on traverse les différentes étapes, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si vous commencez à envisager le projet dans son ensemble, et généralement quand on parle de vision, tout le monde va penser au why, au cercle d'or de Simon Sinek, à des choses comme ça. D'ailleurs, regardez la vidéo, elle est géniale. Ils vont Simon Sinek. Simon Sinek, Ok. les cercles d'or, le why, how, what. Mm. C'est fondamental dans le marketing, ça va changer votre vie. D'accord, je note. Je le vois dans tous les cours, mes études n'en peuvent plus. Mais non, non, puis là, c'est vrai que si tout de suite on se dit, si Frédéric Mazzella au début de Blablacar s'était dit, en 2006, moi ce que je veux c'est d'être la première plateforme de covoiturage France, Europe, et bon, ils ont un peu réduit la voilure, mais je veux avoir une Mm. boîte qui est valorisée à 9 milliards, tout de suite on se dit, non mais attends, par où commencer? Ça va être monstrueux, ça va être une montagne énorme. Alors que de réussir en fait à créer des étapes, créer des sprints, remarque vous êtes dans la tech, donc vous voyez très bien ce que c'est. En Exactement. fait, être entrepreneur, c'est de se créer des sprints par rapport à son boulot. Mm. Et de commencer à réfléchir comme ça. Après, tout le boulot est d'essayer de savoir quel sprint faire. Mais vous allez voir, ça va être déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Ok. Tout est une question en fait de réussir à visualiser plutôt le chemin pour arriver C'est là où on veut et surtout prioriser du coup pour commencer à travailler sur les bonnes choses. Ouais, c'est ça. Et Mm. puis, c'est vraiment une question je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est fondamental, c'est d'avoir une vision à long terme et des actions à court terme. Mm. Mhm. C'est-à-dire d'être capable de se dire, je vais atteindre ça sans jamais dévier de son chemin, hein, bien sûr, mais je vais essayer d'atteindre cet élément-là, pardon. Et puis pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que je réalise ça, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Et d'être entouré. Je dis pas forcément accompagné, parce qu'on peut réussir sans être accompagné, hein, dans des incubateurs, dans des choses comme ça, mais d'être entouré. C'est-à-dire de pouvoir expliquer, d'essayer de temps en temps de parler. C'est pour ça que d'aller à des événements, c'est aussi cool. Bon, je dis pas de faire tous les afterwork de Bordeaux. Et puis c'est surtout qu'il y a un moment, voilà, on boit de l'eau là-bas. Mais d'essayer de pouvoir commencer à avoir des retours, ça va vous permettre en fait d'avoir ce sprint-là, d'avoir cette vision-là. Après, l'autre point pour se lancer en fait et de passer les différentes étapes pour entreprendre, pour moi, il y a toute la notion aussi de création de marque. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec un élève entrepreneur. Aujourd'hui, on a de plus en plus de marques qui se créent, enfin d'entreprises qui se créent. Mm. La notion de marque qui est très très reliée à la notion de vision, c'est vraiment tout ce qui va être une identité forte par rapport à ce que vous allez créer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a tellement d'entreprises aujourd'hui qui se créent, mais dans tous les sens. En plus, les réseaux sociaux nous apportent en fait toute une partie beaucoup plus sur l'image, etc., etc. Donc cette notion de marque va être de plus en plus puissante. Ok. Donc une marque forte, enfin une marque qui nous correspond.
Mais comment D'accord, tu donc vas... c'est important de créer Ouais. la marque. Je te Mais laisse comment poser tu la vas la question. créer ta marque? Mm. Parce que quand on va sur les réseaux, on voit là tous les influenceurs marketing, com, Mm. etc., qui vont te faire en un carrousel de 6 slides comment créer ta marque. Et chacun ont leur vision. Mais Oui, c'est quoi la bonne vision, selon toi? bonne vision. Je pense qu'il n'y a pas trop de recettes miracles. Après, une marque ça va être un positionnement. C'est quel positionnement tu as envie d'avoir par Mm. rapport à ta cible, tout simplement. Moi, il y a quelque chose dans lequel je crois beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de comment vendre. C'est-à-dire que déjà, une entreprise répond toujours à un besoin, tout simplement. Et il faut toujours être connecté par rapport à son marché. Mm. Pour moi, il y a 3 types de besoins pour les entreprises. Le premier besoin, c'est quelque chose d'urgent. Vous répondez à un besoin urgent. Là, c'est pas facile de développer quelque chose, ou alors on est vraiment dans l'immédiateté. Ensuite, il y a un besoin frustrant. Là, vous répondez à une frustration du marché. À voir comment vous le faites. Mais aujourd'hui, quelque chose qui se développe énormément, c'est tout ce qui va être évident. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, quand vous pensez, quand on vous explique le modèle et qu'on vous dit ouais, c'est le bas, ouais. Ouais, c'est trop bien, ou c'est normal, ou pourquoi ça n'a pas été Mm. inventé avant. Ça, c'est un besoin évident. On a parlé de Blablacar, on se dit c'est évident aujourd'hui. Bon. Et l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de tendre vers ça. Donc après, quel positionnement vous allez avoir en fait par rapport à votre cible, à quel besoin vous répondez tout simplement, et est-ce que vous êtes toujours connecté à eux? Parce que le pire qui puisse arriver à une entreprise, c'est un entrepreneur, c'est de tomber amoureux de son projet et de tomber amoureux de son entreprise. Mm. On l'a vaguement touché à un moment. Et il y a un signe annonçateur de ça, c'est quand tu dis ouais, mes clients n'ont pas compris ce que je fais, n'ont pas compris ce que je vends. Sauf que c'est pas tes clients, on n'est pas Apple, c'est pas toi qui va créer le Mm. besoin, t'es pas là pour Mhm. dire c'est important d'avoir un casque à 3000 $. Apple peut le faire, on n'est pas Apple. Ouais. Et Mm. en fait, il faut toujours être connecté par rapport à ton marché, par rapport à tes clients, et c'est à toi de t'adapter en fait Mm. potentiellement. Donc, et si tu peux bien sûr créer un produit génial, etc., etc. Il y a une partie d'éducation. C'est un autre sujet que je vais aborder, mais il faut pas tomber amoureux. Quand je dis tomber amoureux, c'est parce que c'est à peu près ça fait un parallèle quand on est en couple, t'es fou amoureux, et tous tes potes te disent, bah écoute, c'est pas cette personne se moque de toi, etc. Puis toi, tu es amoureux, tu vois plus rien. Ben là, Mm. c'est à peu près le même phénomène par rapport à sa boîte. Quand on est trop à fond et trop focus sur son produit, et le problème, c'est qu'à un moment, on voit plus du tout les signaux, et puis on se dit, non, mais ce que j'ai fait, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais le but, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne aussi, c'est d'avoir Ouais. des clients, c'est pas juste, c'est bien d'avoir un projet qui nous plaît. De toute façon, il faut être le premier client de sa boîte en général et Ouais. Mm. d'incarner ça. Mais il faut quand même être à l'écoute en fait de Mm. l'environnement. Oui, on n'est pas un artiste incompris. C'est Ouais, ouais, pas le ouais. but. Oui, après, pour Mm. les artistes, ils font ce qu'ils veulent. Les artistes, cas à part. Ouais, ouais, non, non, Oui. mais c'est ça. Mm. Après, pour entreprendre, moi, il y Mm. avait d'autres notions que je voulais aborder. C'était l'enjeu, c'est d'être compris, c'est pas d'avoir raison. Donc ça, on a ça Mm. dans la Mhm. négociation, mais on a ça aussi dans les entreprises. Il faut pas oublier que il faut être compris, il faut expliquer ce que l'on fait. Il y a les marchés vivent différents cycles. On a les phases de lancement, de croissance, de maturité, etc. Il faut pas oublier qu'à un moment, il faut aussi faire de l'éducation par rapport à son produit, après de la prise de part de marché, etc. Et encore une fois, ça, on peut savoir en fait quoi faire tout simplement en étant à l'écoute. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment que les personnes comprennent ce que vous faites et pas d'y aller Mm. tête baissée. Autre chose par rapport au lancement, et moi quelque chose qui m'a beaucoup parlé aussi par rapport à la marque, c'était toute une différence entre l'image et la perception. L'image, c'est ce que l'entreprise veut transmettre. La Mm. perception, c'est ce que le marché va avoir d'elle. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a vu des marques qui étaient complètement déconnectées entre les deux. Plus c'est déconnecté, pire c'est. Et ça peut tuer ou ça peut ravager des réputations d'entreprise. Puis une fois que votre perception est ternie, là le problème c'est que à part faire un changement, etc. Et tout Mm. ça pour dire que dans la phase en fait d'une entreprise, nous on avait dans le livre d'ailleurs c'est un sujet que l'on aborde, on a développé la théorie pour agir. La théorie pour agir, c'est donc pour agir, se mettre en lancement, en dynamique et lancer l'entreprise, c'est qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'analyse, la deuxième, la phase de lancement, et la troisième, la phase de développement. Ok. Les entrepreneurs, en général, sont des personnes qui sont passionnées. Ils veulent absolument faire, absolument se lancer sur le marché.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé du dropshipping très très rapidement, mais le problème c'est que tout de suite tu te dis bon bah je vais acheter un stock, je vais mettre en relation, on va revendre. Mais c'est pas vraiment ça l'entrepreneuriat au final. Il y en a qui ont fait des belles richesses en faisant ça, très bien. Mais si on veut se lancer en fait vraiment sur un projet, c'est que toute cette phase d'analyse est bien trop souvent bâclée. C'est que cette partie d'études de marché, je suis bien d'accord que c'est la partie la moins drôle. En plus, en général, en école de commerce, on vous traumatise avec les pestels. Mais c'est pas une partie en fait qui est anodine, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire au démarrage va vous servir pour la suite. Toutes les données que vous allez faire vont vous servir. Tout ce que vous allez pouvoir identifier et analyser va vous servir. Donc cette première phase d'analyse est pour moi d'ailleurs la plus importante, c'est celle qui vous permet de savoir quoi faire, quelle direction, ok, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. La phase de lancement, ensuite, ben, on prend un peu tout ce qui a été identifié d'un point de vue macro, donc en macroéconomie, et on l'adapte en fait à notre souhait. On peut parler de marketing mix pour pas faire trop court, mais globalement, vous mettez en place et de se dire, bon bah tiens, j'ai vu que là sur le marché, il y avait ça, j'ai vu qu'il y avait ces concurrents, moi j'ai envie d'être sur ce positionnement-là, donc pour avoir ce positionnement, il faudrait que j'aille dans ce sens-là ou dans un autre. C'est le moment où on fait les choix. C'est le moment où on fait les choix. Ok. On a le droit de se tromper. Faut pas l'oublier. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire du A/B testing, on a le droit de partir sur autre chose, etc. Attention à ne pas faire de trop grosses erreurs, mais c'est aussi le jeu. Hein. Si on l'a sucé la première fois, pour paraphraser Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais donc cette phase de lancement, on prépare tout, on sacralise le lancement surtout. Beaucoup de boîtes oublient de faire ça, mais le lancement officiel, c'est quelque chose d'hyper important. Je dis pas forcément de couper un ruban, mais il faut quand même marquer le coup. Et ensuite, on a la phase de développement. Et là, dans cette phase de développement, ben là, ça commence à se mettre en place. On tâtonne, on essaye de trouver son marché dans une vraie phase de début. Hein. On essaye de trouver son product market fit. Est-ce que ce que j'ai développé, c'est vraiment en accord avec ce que j'avais identifié par rapport à mon marché? Est-ce que ça plaît? Et si oui, ben, tant mieux, continue. Et sinon, ben, on repart dans une phase d'analyse, tout en continuant à travailler, mais on a cette phase d'analyse, etc., etc. Mais vraiment, pour vraiment entreprendre, pour moi, il y a vraiment cette partie-là. Et pour avoir échangé quand même avec beaucoup, là, dans l'incubateur, il y a quand même pas mal de projets. L'idée, c'est toujours d'être dans cette phase de ne pas oublier cette phase d'analyse. Et pourtant, on a tout de suite envie de se lancer, et d'avoir des clients, d'avoir de la négo, de signer son premier contrat, etc. Mais passer quelques temps à réfléchir, c'est pas forcément plus mal. Parce que ce mois ou ces 2 mois de réflexion au début pourront permettre peut-être de sauver beaucoup de choses derrière. Ouais, c'est vite de se casser la gueule derrière. Ouais. Puis les chiffres de réussite des boîtes, c'est... Ouais. Mais en même temps, il y en a tellement qui sont créés, on l'a dit tout à l'heure. 1 500 000, c'est ça. 500 000. C'est énorme. C'est fou. Et combien font plus j'ai vu, il y a pas mal de temps, je retrouve la source, mais c'était 1 sur 10 au bout d'un an. 1 sur 10 au bout d'un an. C'est pas beaucoup, hein. Ouais. Mais après, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, mais ouais, si je dois résumer là-dessus, c'est vraiment séquencer, essayer de diviser le problème, ne pas hésiter à en parler. Attention, parce que toutes les décisions qui vont être prises ont des répercussions, donc ça va avoir une répercussion sur la perception. Et essayer de voir aussi que, pour moi, l'économie, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que quand tu vas toucher un réglage quelque part, en fait, ça va toucher un autre. C'est tout bête, mais je sais pas, tu te dis que je vais commencer à faire de la promo, à faire par exemple de la réduction de prix, est-ce que ta perception, tu seras toujours sur du haut de gamme? Ou est-ce que tu vas commencer à changer ton canal de distribution? Est-ce que ça va pas avoir un impact par rapport aux autres, etc., etc. C'est d'essayer de voir qu'en fait, tout est cette question d'équilibre, et si tu commences à toucher en fait à un curseur, ça va potentiellement toucher un autre, et de faire attention à ça. Et d'être à l'écoute surtout du marché globalement. Ok, c'est très complet, très bien séquencé par contre aussi. Donc franchement, toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à revenir dessus parce que c'était une vraie masterclass, comme on a l'habitude de voir. On te remercie. Ouais, merci à vous les gars. On est déjà 1h13 de podcast. On pourrait continuer, mais franchement, merci d'avoir accepté, merci d'avoir raconté toutes ces expériences. On a beaucoup appris et on reviendra dessus très, très prochainement. Ouais. Et puis merci à vous d'avoir écouté et regardé, et puis au revoir, et puis on espère vous revoir au prochain épisode.